Bienvenue dans cet entretien avec Maître Sadikou Alao, avocat et président de GERDES Afrique. Il répondra aux questions du reporter Bénémonde sur les faits actuels au Bénin. Alors, Maître Sadikou Alao, que pensez-vous de la démission de Boniaï de son propre parti, les Forces Kori pour un Bénin émergent? Bon, sans être militant de quelque parti politique que ce soit, le GERDES Afrique, comme vous le savez, s'intéresse à tous les phénomènes politiques et à la vie des partis politiques. Donc c'est sans parti pris que je dirais, à la lumière de ce que nous avons appris et entendu récemment, qu'il n'y a là rien de surprenant. Parce que le système partisan au Bénin lui-même, vous savez qu'il pose beaucoup de problèmes. Il se cherche. Et il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de couacs dans la mise sur pied de ce système. Et nous savons tous les problèmes que les gens ont rencontrés avec ces différents aspects de récépissé pour les partis politiques et puis les différents récépissés aussi de la Sénat. Tout cela n'est pas très orthodoxe. Et ce qu'on apprend sur le parti, en ce qui concerne la manière dont ils ont obtenu les récépissés, ce qui se dit, ce qu'on dit aussi de la liste des candidats au communal jamais publiée avec des listes qu'on accuse de ne pas être des vraies listes, alors que la vraie liste n'est jamais connue. Je pense que si j'étais à la place du président Yahi Boni, et surtout personnalité qui a occupé la présidence de la République pendant une dizaine d'années et qui a exercé aussi des fonctions internationales, avec sa notoriété, il devrait se libérer de tout ce qui peut paraître équivoque dans son engagement politique pour ne pas prêter le flanc à tant de cacophonie, à tant de cafouillage, parce qu'il a un nom à se regarder. Et je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être même démissionné un peu plus tôt. Parce que personnellement, je n'aime pas être mêlé à la saleté. Et là, il y a longtemps que je me serais retiré. Voilà ce que je peux en dire. Je ne suis pas surpris. Je trouve même qu'il a un peu tardé à prendre une position dans ce débat cafouilleux. L'ex-argentier béninois Komikoutié a été condamné par la Crayette. Maître Sadikou Alao, votre avis? Bon, je me dis, bon, je ne sais pas s'il y a des calculs politiques là-dedans, mais le moment est malvenu quand même, parce que le pays est confronté à un ennemi, qui est la pandémie que nous connaissons, un moment où tous les Béninois doivent se souder, ils doivent se mettre ensemble pour adopter des comportements cohérents contre la vraie guerre que nous a déclaré le virus. Et je ne suis pas certain que le problème du ministre Couché soit d'une telle urgence qu'il faille un peu briser la cohésion sociale en engageant un procès comme ça, même si la Criette dont nous connaissons la réputation y est allée à grande vitesse, en dépit de toutes les incertitudes qui entourent un tel procès, où on ne peut pas avoir l'accusé, et tout ce qu'on a eu à faire au plan international qui a été décrié devant les juridictions étrangères, y compris devant les juridictions internationales. Est-ce que c'était le moment d'envoyer une telle affaire devant la Criette dont nous connaissons la réputation intimidante et les incertitudes et les commentaires internationaux qui entourent ces procès? S'il n'y a pas de calcul politicien, parce qu'on dit souvent que les politiciens sont capables de tout, s'il n'y a pas de calcul politicien, je ne crois pas que ce soit l'événement le plus urgent à régler dans une affaire elle-même totalement incertaine et cafouilleuse. Je dis, ce n'est pas le moment que les Béninois se divisent.
pour affronter cet ennemi commun, s'il n'y a pas de calcul politicien derrière, je crois que le moment est très mal choisi pour un procès aussi incertain que celui-là. Que vous inspirent toutes les mesures prises par le gouvernement de Patrice Talon dans la gestion de la crise sanitaire au coronavirus? Oui, ça c'est, vous posez une question très délicate. Et c'est une question à la fois compliquée et complexe. Bien malin, celui qui pourra prédire la manière dont cette maladie va se développer dans les jours qui viennent, non seulement pour le Bénin, mais pour la plupart de nos pays africains, où notre organisation socio-sanitaire est très fragile. Si quelqu'un vous dit qu'il sait exactement ce qui va se passer, c'est que celui-là sera un charlatan vraiment très fort. Moi, je n'en suis pas un. Je ne suis même pas un apprenti charlatan. Mais je me dis que devant une situation aussi problématique que celle-là, où demain est incertain, non seulement pour nous, mais pour tout le monde, demain est incertain. C'est-à-dire, demain, quelle organisation sociopolitique? Comment nos pays seront organisés pour poursuivre leur marche vers le développement? C'est incertain. Alors, devant toutes ces incertitudes-là, je crois que, à défaut de pouvoir prendre les mesures les plus justes, celles qui ont été prises par notre pays, on doit tout faire pour les respecter. Même si nous trouvons qu'elles ont tardé, notamment en ce qui concerne les scolaires, elles ont tardé à se mettre en place. Nous avons fait ce que nous pensions pouvoir faire en tant que société civile pour que les mosquées, les églises et autres lieux de rassemblement puissent rester fermés et pour que certaines mesures soient prises. Mais ce que nous reprochons le plus au pays, c'est cette décision-là, toute un aspect social qui n'est pas géré. Les entreprises, même moi qui suis ici, je suis obligé de fermer. Les entreprises vont perdre de l'argent, surtout les entreprises qui sont indépendantes du système. Pour ceux qui se débrouillent et triment pour survivre, il va y avoir beaucoup de difficultés. Mais si ceux-là ont des difficultés, ceux qui n'ont pas de revenus réguliers, qui vivent au jour le jour, ont encore plus de difficultés. Nous avons vu beaucoup de pays qui ont mis des mesures sociales en place. Même le Rwanda a donné des aliments aux maisons, a organisé une distribution d'aliments. Je dis que notre pays, qui est de loin beaucoup plus pauvre que la plupart des pays, et qui ne peut pas mobiliser les hommes d'affaires parce qu'ils ont été tous asphyxiés, il n'y en a plus, ceux qui en ont doivent faire un effort. L'État doit en faire. Le chef de l'État, personnellement, doit en faire. Les ministres qui ont un salaire que les gens qualifient de faramineux, même si ces salaires sont inconnus, ils doivent en faire. Les députés doivent en faire. Ceux qui ont de l'argent, parce qu'il n'y a que les fonctionnaires nommés par le président qui aujourd'hui sont les nouveaux riches, ils doivent faire des efforts pour que les plus pauvres bénéficient de quelques mesures sociales, non seulement sur l'électricité, mais aussi sur l'eau, mais aussi sur la nourriture. Ces gens-là méritent d'être soutenus et l'État doit prendre des mesures en faveur des entreprises qui ne peuvent pas maintenir leur personnel, les quelques entreprises qui restent, qui ne peuvent pas maintenir leurs employés au boulot en leur payant des salaires alors qu'ils ne peuvent pas avoir d'activité rentable pendant au moins 6 mois. Je dis, je reste surpris que notre gouvernement n'ait pas pris de mesures idoines. Et je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour en prendre. Il faut prendre ces mesures-là pour que les gens ne perdent pas leur emploi. L'État, qui doit voler au secours de tout le monde, doit prendre ses responsabilités. Ce ne sont pas les citoyens qui doivent se décider les uns après les autres de se confiner tout seuls et de n'avoir aucun secours de l'État. Quand on élit des dirigeants, c'est pour compter sur eux, pour qu'ils vous soutiennent lorsque des difficultés arrivent. Et c'est ce qu'un citoyen béninois doit attendre de son gouvernement. Le Bénin a perdu un de ses jeunes fils récemment dans un drame à l'université d'Abomey-Calavi. Vous voulez également en parler? Je crois que c'est un drame
peut-être qui aurait pu être évité, c'est déplorable. Il faut saisir l'occasion pour présenter mes condoléances non seulement à la famille estudiantine, mais aussi à la famille de la victime qui a trouvé la mort dans ce que nous ne comprenons pas encore. Puisque le gouvernement ne s'est pas exprimé officiellement là-dessus. Il faut espérer, comme je l'ai dit à travers le JARDES, que le pays, notre gouvernement, fasse une enquête et dise effectivement ce qui s'est passé. Et prenne les mesures idoines pour le faire. D'ailleurs, c'est surprenant que le procureur n'ait pas ouvert aussitôt une enquête. Le procureur localement compétent, je crois que c'est celui d'Abomey-Clavy, il devait ouvrir une enquête pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Peut-être l'a-t-il fait. En tout cas, ça n'a pas été rendu public, je ne suis pas informé. J'espère qu'il l'a fait, ou s'il ne l'a pas fait, il devrait le faire parce qu'il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, le parquet, immédiatement, ouvre une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut aussi dire, il faut prévenir de tels événements. Parce que de plus en plus, nous avons constaté, et je l'ai constaté moi-même, nos pays prennent une direction qui est contraire aux droits de l'homme. Parce qu'on constate de plus en plus que pour aller réprimer des émeutes, les policiers et les forces de sécurité se présentent avec des armes létales. Surtout qu'il s'agit de réprimer des émeutes qui ne sont pas, ce n'est pas des émeutes où les gens sont armés et violents. Il ne s'agit pas de scènes de guérilla humaine, il s'agit de simples manifestations. Mais y aller avec des armes létales, c'est déjà en soi quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce que, en dehors même des ordres qui auraient pu être donnés, il peut y avoir des bavures. Les gens, les policiers, peuvent ne pas pouvoir se maîtriser devant, disons, le bruit et même la virulence, des fois, des manifestants. Mais si les gens ont des armes létales, c'est très facile de perdre son contrôle et de tirer. Je crois qu'il faut éviter d'envoyer en première ligne pour réprimer des manifestations des policiers armés de fusils et de munitions réelles. Il faut éviter. Il faut faire peut-être que ce soit en troisième ou en quatrième ligne s'il y avait vraiment des manifestations violentes qui pourraient porter atteinte à la vie des policiers afin qu'ils se sentent en légitime défense. Mais en dehors de ces hypothèses-là, nos dirigeants et la hiérarchie policière devraient éviter que les armes soient tout de suite disponibles, des armes létales soient disponibles pour que, en cas de panique, les policiers se retrouvent devant des armes et tirent sans garder leur sang-froid. Je crois qu'il faut éviter. On n'est pas en guerre contre son propre peuple. Ce ne sont que des manifestants. Il faut éviter, c'est surtout pour l'avenir, parce que nous avons déjà connu plusieurs incidents de ce genre. Et nous commençons à avoir une triste réputation de policiers à la gâchette facile. Et je suis sûr que ce n'est pas le cas. Mais pour permettre aux policiers de garder leur sang-froid, il faut qu'il y ait des stratégies de maintien de l'ordre. Et quand je parle de maintien de l'ordre, je m'y connais bien. Il doit y avoir des stratégies. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le Bénin connaît des problèmes en matière de maintien de l'ordre. Et déjà à des temps où, très anciens, on est loin du 21e siècle. Je parle des années 1960-70. Le pays a connu des émeutes très importantes. Mais tout était fait pour que les armes létales ne soient jamais en première ligne pour que les policiers perdent leur sang-froid. Et je ne peux pas penser que ceux qui nous dirigent souhaitent faire peur au peuple à ce point-là. Maître Sadikou Alao, nous avons tous été scandalisés par la vue de vidéos d'élèves se livrant à des attitudes pornographiques. Vous déplorez et vous condamnez cette attitude des enfants, mais en même temps, vous posez un bémol. Ah oui, ce phénomène, on en a parlé
toute cette semaine durant. C'est malheureux et très déplorable, les scènes pornographiques, et il me semble même que certaines se sont produites en pleine salle de classe. Je dis, c'est non seulement déplorable, si les enfants ne sont pas saouls ou drogués, ils ne peuvent pas aller jusqu'à de telles extrémités. Mais aussi grave que puisse être le comportement de ces enfants, nous ne devons pas oublier un seul instant que ce ne sont que des enfants qui méritent d'être soignés, éduqués et surtout soignés, que ce soit médicalement ou que ce soit psychologiquement ou psychiatriquement. Ils ont besoin d'être soignés. C'est avant tout des déviances, donc des maladies. C'est des déviants, mais ce sont des enfants. Ce n'est pas en prison qu'ils ont leur place. Ils ont leur place peut-être chez des psychiatres, peut-être chez des psychologues. En tout cas, ils doivent voir quelqu'un de la famille médicale pour se faire soigner, en même temps que leurs parents doivent les prendre en charge et mieux les éduquer. Ils méritent d'être encadrés. Si on ne veut pas que ce genre d'actions se multiplie, ce n'est pas dans la force. Parce que de plus en plus dans notre pays, on dirait qu'on pense chaque fois à la force. C'est un peu comme les affaires des étudiants. Chaque fois, on pense à la force, on pense à la prison. Mais pourquoi ce réflexe? Pourquoi toujours la force? Est-ce qu'on peut oublier un peu la force? Parce qu'on est entre êtres humains et que les êtres humains, pour se développer et vivre en harmonie, n'ont pas besoin de force. La paix doit se cultiver. Il ne faut pas toujours donner l'impression il n'y a que la force. Il y a la persuasion, il y a l'éducation. Il y a tellement de choses qu'on peut faire par amour, sans nécessairement mettre la force en avant.